Donc, j'ai lancé le webinaire. Les gens devraient pouvoir nous rejoindre. Ah. Romain, on te voit. Je ne sais pas si c'est voulu. Moi, je vais couper la caméra le temps que tu fasses sa présentation. Pardon? Je vais couper la caméra le temps que tu fasses sa présentation. Ouais. Pas besoin Pas de souci, oui, bien sûr. Et le son aussi. Oui. Super. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Ah. Je pense qu'on va attendre encore quelques minutes. On va peut-être débuter à 11h05, pendant que tout le monde arrive.
Bon, il est 11h05. On va pouvoir débuter, hein. Les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. Mais donc, déjà, bienvenue à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, pour assister à ce webinaire qui a pour thématique la méthanisation et plus précisément donc, le financement de la méthanisation dans un contexte inflationniste. Donc, pour me présenter, moi je suis Timothée Delacour, responsable énergie renouvelable chez Mimosa depuis la fin d'année dernière. Et pour me présenter, moi j'étais conseiller méthanisation pendant un peu plus de 5 ans en Normandie. Et donc j'accompagnais les porteurs de projets de l'émergence de leur projet jusqu'à la construction. Donc, j'abordais les aspects techniques, économiques, juridiques, etc. Et donc, il est possible que je reprenne un petit peu ma casquette de conseiller pendant cette présentation. Donc aujourd'hui, j'aborderai dans un premier temps les éléments un petit peu de contexte. On va revenir sur le passé proche de la filière et le présent. Ensuite, j'aborderai des leviers de résilience face à ce contexte un peu compliqué, on va le voir, actuel, et également des éléments de perspective dans un futur proche. Par ailleurs, j'aborderai donc des éléments un peu clés pour financer son projet méthanisation dans ce contexte. Et enfin, on finira par un cas concret et un témoignage de la part de monsieur Renaud, qui a justement lui-même financé son projet méthanisation dans ce contexte très particulier et qui pourra nous livrer un petit peu son expérience et ses conseils pour continuer à avancer sur son projet. Donc, déjà, pour présenter Mimosa quand même, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître, eh bien, on est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole et alimentaire, mais également énergétique. Donc, globalement, notre mission chez Mimosa, c'est de proposer aux citoyens d'aller donner du sens à leur épargne, à leur argent, en finançant des projets qui ont du sens pour eux et qui participent à cette transition, à la fois agricole, alimentaire, mais aussi énergétique, comme je l'ai dit. Donc ici, j'ai mis une petite cartographie des projets méthanisation financés via Mimosa. Ils ne sont pas tous présents, mais voilà, ça permet de situer un petit peu où est-ce qu'on est intervenu. Et également, le nombre de projets qu'on a pu accompagner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, ils n'y sont pas tous, parce qu'au total, c'est une cinquantaine qu'on a financé pour un peu plus de 15 millions d'euros. Voilà. Maintenant, pour aborder un petit peu des éléments de contexte par rapport à les filières méthanisation, faut déjà revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette dernière année, puisque ce qu'on a constaté, c'est une hausse globale à la fois des CAPEX et des OPEX. Donc les CAPEX, c'est-à-dire les montants d'investissement, les coûts des projets, et les OPEX, donc les charges opérationnelles sur les mêmes projets. Donc, en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est l'indice des prix de production de l'industrie française. Là, pour les éléments en béton pour la construction. Donc, une méthanisation, c'est beaucoup de matériaux différents, mais c'est beaucoup de béton notamment. Et donc, on voit que depuis 2020, c'est-à-dire en fait depuis le Covid, il y a eu une forte augmentation qui s'est accentuée en fait depuis également le conflit ukrainien. Donc, ce qui fait que là, on voit le dernier point est en février 2023. Il est très haut comparé à la base 100 qui est représentée sur le graphique. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est une hausse des coûts de projet qui va de 20 à 40%, voire même parfois plus, et donc un impact considérable sur les CAPEX des projets. Et ce que vous voyez en bas à gauche, cette fois, c'est l'indice des prix de production de l'industrie française, mais par rapport à l'électricité vendue aux entreprises. Donc, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'on avait des fluctuations saisonnières, ce qui est très classique pour le marché de l'électricité. Et puis, déjà en octobre 2021, suite à la reprise, suite au Covid, on a eu une hausse du coût de l'électricité.
Puis, vous le voyez, la courbe a cette fois bondi une nouvelle fois jusqu'en février 2023, suite cette fois au conflit ukrainien, mais également à la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires en France. Voilà, il y a eu différents facteurs qui ont fait que l'électricité a atteint un niveau historique, et ce qui a d'autant plus déstabilisé les projets méthanisation. Et en parallèle de ça, il y a eu une hausse des taux d'intérêt, hein, donc ça a généré de l'instabilité, de l'inflation, et donc une hausse des taux d'intérêt qui vient alourdir le coût de la dette. Donc, une hausse des coûts d'investissement, des charges opérationnelles et des charges financières. Donc, globalement, beaucoup de choses qui ont tendu les prévisionnels économiques des projets. Hop. Ensuite, donc j'ai parlé donc des mesures gouvernementales à rebours. Donc, en fait, ce que j'entends par à rebours, c'est des mesures qui vont dans un sens puis dans l'autre, et qui ne facilitent pas la vie des porteurs de projets dans tout ça, puisque fin 2021, eh bien, il y a eu une baisse globale des tarifs de rachat du biométhane en injection, et une baisse trimestrielle programmée. Donc, ce qui fait que les porteurs de projets, déjà, ont un tarif de rachat moins intéressant, mais en plus doivent jouer un peu contre la montre pour monter leur projet et surtout signer leur contrat d'achat. En parallèle de ça, donc, il y a eu les subventions nationales de l'ADEME qui, dans le même arrêté, pénalisent désormais le tarif de rachat de biométhane, ce qui fait que si vous obtenez cette subvention, eh bien, vous êtes moins bien rémunéré pour la vente de votre gaz, et ce qui fait que sur les 15 ans, bien souvent, les porteurs de projets ne s'y retrouvent pas. Donc, elle devient de moins en moins demandée, cette subvention. À côté de ça, on a des subventions européennes, malgré tout, hein, qui représentent 10 à 20% du coût du projet, mais qui déjà sont inégales en fonction des régions, hein, puisque ces subventions européennes, donc subventions FEDER, sont distribuées via les régions, et donc c'est à elles de faire le choix si elles souhaitent les distribuer ou non. Et en plus de ça, eh bien, elles ont une lourdeur administrative pas peu facilitante, hein, puisque j'en ai moi-même réalisé des dossiers de subvention de ce type, et clairement, c'est des dossiers très conséquents, et qui en plus ont des délais de traitement qui, eux également, sont très longs. Donc, ça n'aide pas le montage des projets. Mais parallèlement à ça, bien, il y a eu un arrêté de prolongement des anciens contrats d'achat de biométhane. Donc ça concerne peu les nouveaux porteurs de projets, mais pour ceux qui avaient signé des contrats d'achat en 2020, eh bien, déjà, c'était un signal positif. Donc, une prolongation du délai de 18 mois pour les projets qui avaient déjà signé ce contrat d'achat. Mais également pour les nouveaux projets, eh bien, l'instauration, donc, la réinstauration, j'ai envie de dire, du coefficient L. Donc, ce coefficient L, en fait, ce qu'il implique, eh bien, c'est l'indexation du tarif de rachat de biométhane sur les coûts dans l'industrie, ce qui n'était plus le cas depuis les nouveaux tarifs. Donc, mine de rien, ça a considérablement augmenté la rentabilité des prévisionnels économiques, mais malheureusement, il n'y a pas de lien direct avec les prix de l'énergie, même s'il y a une corrélation avec les coûts dans l'industrie, mais ce n'est pas une corrélation directe. Donc, moi, ce que je constate suite à tout ça, c'est que les projets ils sont toujours rentables, hein, malgré ça, mais que l'équilibre économique il est plus difficile à atteindre. Il faut mieux concevoir son projet pour atteindre cet équilibre, et que surtout, il y a des difficultés à faire financer les projets, parce qu'avec un prévisionnel économique plus tendu, eh bien, forcément, les financeurs vont être plus pointilleux et vont demander parfois plus de garanties. Donc, les conséquences de tout ça, eh bien, c'est un ralentissement de la bonne dynamique de la filière du biométhane, puisque, comme vous le voyez sur le premier graphique à gauche, donc ça, c'est des chiffres de GRDF, hein, eh bien, c'est l'évolution du nombre d'unités d'injection de biométhane en service. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, eh bien, on avait une augmentation annuelle de entre 70 et 75% par an du nombre de mises en service, et qu'en 2022, on a déjà 30% de moins d'unités d'injection mises en service comparé à l'année précédente en termes d'augmentation. Donc ça, c'est dû principalement à la révision du tarif d'achat en 2020, hein, puisqu'en fait, il y a toujours une inertie entre le moment où il y a des mesures gouvernementales et le moment où on constate réellement une baisse des mises en service. Mais ce qui est également inquiétant, c'est en bas à gauche le graphique qui présente l'évolution du nombre de projets et de la capacité des projets déclarés.
chez GRDF, c'est-à-dire une demande d'étude détaillée GRDF, eh bien, ce qu'on voit, c'est que eh bien, depuis 2017, on avait une hausse quasi linéaire, mais constante, une forte augmentation, et que depuis 2020, encore une fois, les capacités réservées eh bien, sont quasiment en stagnation, et que eh bien, les projets en service sont en train de rattraper les capacités réservées petit à petit. Donc, ce qu'on voit finalement à travers ce graphique, c'est qu'on a un stock de projets à développer qui s'amenuise, et globalement une dynamique qui ralentit considérablement. Voilà. Donc, j'ai dressé un tableau pas forcément réjouissant de la filière, mais déjà, je vais parler maintenant des leviers de résilience et aussi des perspectives dans un futur proche qui, finalement, vous allez voir, sont plutôt bonnes. Déjà, les leviers de résilience dans la conception du projet. Donc là, je vais reprendre un petit peu ma casquette de conseiller, et puisque, en fait, pour s'adapter à ce contexte, la première chose, c'est dans la conception de son projet. Et il faut revenir à la base, c'est-à-dire la ration. Pour un projet méta, il faut se dire que dans le contexte actuel, les effluents d'élevage, c'est le socle des projets méthanisation les plus cohérents économiquement parlant. Pour plusieurs raisons. Parce que les effluents d'élevage, déjà, dans les nouvelles tarifications, améliorent le tarif d'achat. Et en plus de ça, c'est un intrant qui coûte pas cher sur les exploitations. Aujourd'hui, ils n'ont pas de réelle valeur de marché. C'est un intrant qui est peu cher à condition qu'il soit proche de l'unité de méthanisation, bien sûr. Donc, c'est réellement, aujourd'hui, pour développer un projet, un facteur important, c'est d'avoir une proportion d'effluents d'élevage qui soit conséquente, souvent supérieure à 30%. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir une ration, une autonomie de cette ration qui soit également conséquente, puisque l'objectif, ça va être de limiter la vulnérabilité au cours du marché. En fait, c'est d'être le plus autonome possible sur votre méthanisation pour ne pas être dépendant déjà de la fluctuation des cours d'autres intrants, typiquement le cours des céréales ou du maïs, et du maïs. Et plus la ration présentera une autonomie importante, plus vous déjà, je pense, vous serez serein dans votre exploitation, et plus ça rassurera également les financeurs. Ensuite, ça peut paraître également du bon sens, et finalement, c'est lié aux deux autres au point précédent, c'est bien dimensionner son projet par rapport à sa ration. Donc, bien dimensionner son projet, ça va être de le rationaliser ou alors de le phaser en fonction de ses objectifs d'évolution. Et donc, l'objectif de ça va être de réduire les CAPEX, donc les coûts d'investissement. Et au-delà du bon dimensionnement, dans ce contexte de coûts de matières premières élevés, il va peut-être falloir supprimer ou reporter certains investissements qui sont indispensables pour le démarrage de l'installation. Ça peut être de la surface de silo que vous aviez prévu un petit peu large en prévoyant de l'évolution. Ça peut être un bâtiment qui n'est pas forcément indispensable pour le démarrage de l'installation. Ça peut être différentes options que vous aviez prévues avec votre process ou avec votre épurateur. Voilà, c'est revoir point par point comment vous allez pouvoir faire des économies sur le coût global du projet. Ensuite, il faut également être particulièrement vigilant bien sûr les négociations auprès de vos différents fournisseurs. Je ne vous apprends rien, mais voilà, il faut quand même être vigilant sur chacun des postes, aller chercher pourquoi pas quelques pourcents de négociation, ce qui au final peuvent être équivalent à quelques centaines de milliers d'euros sur des projets à plusieurs millions d'euros, voire parfois 10 millions d'euros. Ensuite, l'autoconsommation énergétique. Donc, on l'a vu, des coûts d'électricité élevés. Eh bien, l'autoconsommation énergétique aujourd'hui est quasiment une évidence sur tous les projets, en tout cas dans le cadre du photovoltaïque. C'est-à-dire quand il y a un bâtiment aujourd'hui, on voit quasi systématiquement des panneaux photovoltaïques qui sont intégrés dans l'investissement de base sur le bâtiment qui a été prévu. Et ensuite, j'ai mis éventuellement la cogénération. Pourquoi éventuellement? Déjà, la cogénération, donc j'entends sur votre unité en injection, prévoir un petit moteur de cogénération qui vous permet d'autoconsommer votre électricité et votre chaleur grâce à votre biogaz. Donc j'ai mis éventuellement parce que ce n'est pas toujours intéressant économiquement,
puisque ça va dépendre, l'intérêt économique va dépendre de deux choses, hein. Ça va être le tarif de l'électricité à un moment T et votre coût de revient de votre kilowattheure de production. Donc, en fonction de ces critères, eh ben, c'est à vous d'arbitrer sur est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir sur un moteur de cogénération pour autoconsommer. Mais voilà, et en fonction de vos objectifs aussi, parce que ça permet malgré tout une certaine sérénité dans votre exploitation. Ensuite, le dernier point que j'ai mis, c'est l'apport de fonds propres pour assurer les financeurs et diminuer le coût du financement, même si ça, c'est un point qui est facile à dire, mais qui voilà, dépend avant tout de votre capacité de financement. Et donc, voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'apporter plus de fonds propres, vous ne pouvez pas le sortir de nulle part. Mais donc, globalement, la stratégie à adopter, c'est de phaser et ou rationaliser les investissements, tout en limitant la sensibilité au cours du marché via l'autoconsommation énergétique, hein, notamment, et l'autonomie de la ration, et également consolider son plan de financement quand c'est possible. Voilà, donc maintenant, on va parler un petit peu des perspectives pour la filière biométhane, hein, parce que j'ai dressé un portrait un peu pas particulièrement réjouissant, hein, de la filière. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les différentes crises qu'il y a eu, et notamment la crise énergétique, parce qu'elle a permis déjà, c'est une prise de conscience, que ce soit de la part des citoyens, mais également des gouvernants, par rapport à la nécessité du développement des ENR, puisque la méthanisation est une des seules énergies renouvelables aujourd'hui qui permet de produire du gaz. Donc du gaz, on sait qu'on a eu des problématiques d'approvisionnement en gaz dernièrement. Donc produire un gaz français, c'est quelque chose, et européen, c'est quelque chose qui intéresse clairement les gouvernements. Et donc ça s'est traduit via le plan Repower EU, donc, qui est sorti suite à la crise ukrainienne, qui augmente considérablement les objectifs et les moyens donc, liés notamment à la méthanisation. À l'échelle de la France, il y a eu déjà le coefficient L dont j'ai parlé précédemment et d'autres choses, mais il y a aussi eu donc, la loi d'accélération des énergies renouvelables qui facilite a priori l'instruction des dossiers méta, mais voilà, qui est aussi un signal positif de la position du gouvernement par rapport à cette énergie. En parallèle de ça, ce qu'on constate aussi actuellement, c'est la baisse des coûts de l'électricité. Donc, vous le voyez sur le graphique de droite, c'est l'évolution du prix de l'électricité sur le marché de gros. Ce qu'on voit, c'est que l'électricité est en train de revenir à un niveau quasi normal comparé à avant, et ce qui est quand même un élément très rassurant pour les porteurs de projets et pour les financeurs. En plus de ça, il y a un projet d'arrêté qui peut réellement inverser la tendance, hein, pour la filière, puisque dans ces arrêtés qui sont prévus a priori, hein, je le dis avec des pincettes, hein, mais pour cet été, donc ces arrêtés prévoient la fin de la baisse trimestrielle du tarif de rachat, ce qui évitera pour les porteurs de projets d'être dans un contre-la-montre perpétuel pour aller signer le contrat. Ce qui est prévu également, c'est l'indexation du tarif de rachat sur les prix de l'énergie, qui pourrait réellement changer la donne en termes de rentabilité. Et également la fin du dégrèvement du tarif de rachat en cas de subvention indemne, donc qui permettra d'aller chercher des subventions supplémentaires, donc ce qui est un point pas anodin pour la concrétisation des projets. Et en plus de ça, il y a des opportunités réglementaires, hein, puisque à la fin de l'année, il y a l'obligation de valorisation des biodéchets pour tous, qui peut amener une manne de gisements méthanisables pour les méthaniseurs. Et il y a également la possibilité de contrats de gré à gré, donc en direct avec des acheteurs de biométhane, sans parler des innovations type méthanation ou valorisation du CO2, qui peuvent aussi être des voies qui peuvent générer de la rentabilité supplémentaire. Donc finalement, ça c'est mon regard, hein, mais la filière a rarement été aussi prometteuse, malgré les difficultés actuelles, puisque en fait, ces crises ont permis une prise de conscience générale. Donc, on arrive maintenant au point sur le financement des projets méthanisation. Et donc déjà, revenons sur
déjà, l'objectif, c'est de construire un plan de financement équilibré lorsque vous arrivez au moment du financement de votre projet. Donc, pourquoi équilibré? Pour plusieurs raisons. Parce que l'objectif, ça va être, dans un premier temps, de convaincre les financeurs, notamment bancaires, puisqu'il faut, dans leur grille de lecture, il faut respecter un certain nombre de ratios financiers. J'en ai listé quelques-uns, le gearing, le DSCR, le TRI. Donc, en fait, c'est des ratios qui prennent en compte les fonds propres, le BE par rapport aux annuités, la rentabilité du projet. Et pour aller voir votre banquier, il va falloir, et pour que lui, il accorde un financement, il va falloir respecter ces ratios-là. Un autre objectif, ça va être de ne pas sous-estimer les besoins de financement, hein, puisque sur un projet méta, il y a non seulement le montant d'investissement à financer, mais il y a aussi toute la partie BFR, donc besoin en fonds de roulement, frais financiers intercalaires, une enveloppe d'aléas à prévoir, hein, parce que sur les projets méta, il y a parfois, voire souvent, des dépassements par rapport à ce qui avait été estimé au démarrage, surtout dans un contexte où il y a une inflation des matières premières. L'objectif pour vous, ça va être également de limiter le coût de la dette, hein, et de conserver la valeur générée par votre projet, et également de ne pas surexposer votre patrimoine et l'exploitation agricole, puisque bien souvent, les financeurs peuvent demander des cautions, des garanties qui peuvent engager vos biens, votre patrimoine personnel et votre exploitation. Et donc, les moyens pour atteindre ces objectifs, ça va être dans un premier temps, diversifier les partenaires financiers, puisque ça va augmenter vos marges de manœuvre. Si vous avez un seul interlocuteur qui couvre l'intégralité de votre dette, votre marge de négociation, votre marge de sécurité, elle va être restreinte. Ensuite, il va falloir, donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais limiter la dette en consolidant les fonds propres. Ça, c'est en fonction de votre capacité, mais on va le voir, il y a des moyens aussi d'apporter des fonds propres un petit peu alternatifs. Un autre moyen, ça va être de solliciter l'ensemble des subventions potentielles. Donc pour ça, ce qu'il faut aussi, c'est être bien accompagné par des personnes qui, eux, savent qu'est-ce que vous pouvez solliciter en local chez vous, puisqu'il y a des subventions européennes, mais également nationales, parfois régionales, voire liées à votre agglomération. Donc tout ça, il faut être rigoureux par rapport à ce point-là. Et enfin, un des moyens, c'est d'avoir recours à des modes de financement alternatifs. Et je suis aussi là pour vous parler de ces moyens de financement. Donc justement, les différents types de financement. Déjà, ce que vous voyez à droite, c'est déjà en fonction des modes de financement, la durée que chacun peut proposer. Donc le financement bancaire que vous voyez à droite sur le graphique, eh bien, vous le connaissez bien. Lui, il va être incontournable dans les projets méthanisation. Parce qu'il va permettre de couvrir un montant important sur le projet, et en plus, il a la durée qui est la plus cohérente avec la durée d'amortissement d'une méthanisation. Donc, ça va être sur 13-14 ans. Par contre, il va avoir des conditions assez strictes, que ce soit en termes de caution, de garantie, également de ratios financiers à respecter. Et par ailleurs, il y a également une longueur du process de financement qui est assez éprouvante. Souvent, sur un projet méthanisation, c'est plusieurs mois de traitement de dossier. Ensuite, l'autre type de financement que vous connaissez bien, c'est les subventions, puisque voilà, c'est idéal, c'est du quasi-fonds propre, et bien souvent, c'est non remboursable. Donc, il est incontournable, ce moyen de financement, mais par contre, c'est un processus long et complexe, et il y a des conditions et des obligations à respecter lors de votre exploitation. Ensuite, il y a les fonds d'investissement. Donc, on voit au milieu du graphique qui peuvent être privés ou publics, mais qui peuvent permettre d'apporter à la fois des montants assez conséquents dans votre projet, et également une certaine crédibilité vis-à-vis des financeurs. Par contre, au point négatif, ça peut être la perte de contrôle du projet, et également bien prévoir le coût de la sortie et le coût également pendant l'exploitation, puisque ça peut induire un partage du résultat à partir du moment où ils prennent des capitaux dans votre projet. Et enfin, donc, le financement participatif, que je n'ai pas détaillé sur cette diapo, mais dont je suis pour le coup bien placé pour en parler, que vous voyez cette fois donc, à gauche du graphique, donc là où on est sur des durées de financement plus courtes. Donc, concrètement, le prêt participatif,
c'est quoi et quel est l'intérêt. Donc, chez Mimosa, en tout cas, donc, ce qu'on va proposer aux porteurs de projets, c'est un prêt rémunéré, c'est-à-dire c'est un prêt au même titre qu'un prêt bancaire, sauf qu'il va être financé par les citoyens. Donc, on ne va pas demander de garantie ni de caution personnelle pour ne pas aller marcher sur les plates-bandes de la banque et pas vous en demander plus que ce sur quoi vous êtes déjà engagé auprès de votre financeur bancaire. Et donc, on va proposer aux citoyens de financer votre projet et en contrepartie de toucher le taux d'intérêt que nous, on aura déterminé sur ce projet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne à partir de 15 000 euros sur les projets méthanisation, ce n'est pas trop le cas, c'est plus à partir de 50-100 000 euros, jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, la collecte moyenne sur les projets qu'on accompagne, c'est 200 000 euros. C'est plutôt en train d'augmenter, on est plutôt autour de 300 000 aujourd'hui. Et donc, le principe, c'est qu'on analyse votre projet, on vous propose un taux d'intérêt, on se met d'accord, et ensuite, on vient collecter sur notre plateforme. Donc, la durée moyenne de collecte, c'est 5 jours pour aller collecter la somme que vous demandez. Et on a un taux d'intérêt moyen actuellement qui est entre 5 et 6 %. Donc, les différents intérêts de ce type de financement, ça va être déjà de fédérer, communiquer autour de votre projet. C'est une valeur ajoutée qu'il n'y a pas forcément lorsque vous faites appel à d'autres types de financeurs, puisque les citoyens vont investir dans votre projet, donc ils vont eux-mêmes potentiellement communiquer positivement dessus et puis au moins être à l'écoute de ce qui n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, ça permet également de convaincre les financeurs institutionnels, puisqu'il y a différents cahiers des charges de subvention qui soit demandent de solliciter du financement participatif, soit voient d'un bon œil le fait que vous proposiez aux citoyens de financer, de participer au projet. Ensuite, ça va permettre de consolider le plan de financement pour rassurer les financeurs, puisque ça va permettre déjà de réduire l'enveloppe bancaire à financer, donc de réduire le risque de la banque sur votre projet, et donc qu'elle soit plus souple, qu'elle soit moins frileuse à vous accompagner. Et ensuite, ça va permettre d'améliorer les ratios financiers, notamment le DSCR, vous savez, l'EBE sur les annuités, puisqu'en fait, on va proposer du prêt in fine. Le prêt in fine, en fait, le principe, c'est que vous ne remboursez le capital qu'au terme de l'emprunt, ce qui fait que sur un emprunt de 5 ans, pendant les 5 premières années, vous ne remboursez pas les annuités du prêt Mimosa. Et donc, ça va améliorer mécaniquement le DSCR pendant cette période-là. Et le fait qu'on soit sans garantie ni caution personnelle et in fine, ça va permettre également d'améliorer le niveau de fonds propres et de quasi-fonds propres, puisqu'aujourd'hui, la plupart des financeurs bancaires considèrent excusez-moi, ce prêt Mimosa comme du quasi-fonds propre. Et aujourd'hui, les banques demandent entre 10 et 30 % de fonds propres sur un projet méthanisation, dont les subventions lorsqu'il y en a. Donc, c'est des montants qui peuvent être vite conséquents. Par ailleurs, ça permet également de financer des imprévus, puisqu'on a une flexibilité sur l'objet à financer. Et on a une rapidité du process, puisque, comme on l'a vu, durée moyenne de collecte 5 jours, et entre l'analyse et le décaissement, il faut compter entre 1 mois et demi, si tout va bien, pour décaisser les fonds. Et donc, le financement participatif, c'est une réponse aux enjeux d'acceptabilité, tout en étant un levier pour débloquer son dossier de financement et consolider ses fonds propres. Voilà ce que je peux dire sur le financement participatif. Et donc, maintenant, on va pouvoir aborder un cas concret pour voir avec Monsieur Renaud, qui lui-même a eu à financer son projet dans cette période. Voilà, merci Monsieur Renaud déjà d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, Henri Renaud, je suis donc le gérant de la société Agrimétago. Donc, Agrimétago, c'est quoi? On est 4 agriculteurs associés sur le projet, avec 3 agriculteurs. Enfin, on est tous les 4 à apporter de la cive. Il y a à peu près 650 hectares à nous 4. Et moi, en parallèle, j'ai un élevage de porcs, un site de naissage, un site d'engraissement, et on souhaite on a lancé le projet méthanisation sur le site d'engraissement où il y avait plus de lisiers à traiter, et également parce qu'on avait
les canalisations de gaz qui passaient juste à côté. Donc voilà, le collectif, donc on est situé à Agonac, en Dordogne. La puissance, donc on est en injection, la puissance nominale au départ sera de 220 normaux-mètres cubes, avec l'ambition de monter à 160 normaux-mètres cubes, parce que l'épurateur est en mesure de monter jusqu'à ce niveau de production. Voilà. L'objectif, c'était d'être un maximum autosuffisant, donc avec un apport de cives principalement. Mais pour se sécuriser, on a quand même fait le choix de souscrire à un contrat avec la CED, qui est une filiale de Veolia, qui est en mesure de nous apporter des déchets agroalimentaires. Et on a également fait le choix d'investir dans un hygiéniseur, parce qu'en Dordogne, actuellement, sauf cas contraire, enfin, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres, quoi. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir capter certains déchets que les autres méthaniseurs ne pouvaient pas capter. Et ce contrat, on l'a fait sur 20 mètres cubes de gaz. Voilà, on n'a pas fait des contrats associés au gisement, mais au pool de CH4 qui pouvaient nous apporter. Donc, on savait qu'on pouvait apporter 100 normaux mètres cubes sans trop de contraintes. Donc, l'objectif, c'était de compléter pour passer à 120 normaux mètres cubes, parce qu'on avait aussi des exigences de la part du transporteur de gaz vis-à-vis de cela pour atteindre techniquement, enfin, que ce soit plus facile techniquement pour incorporer le gaz dans le réseau. Alors, justement, le gestionnaire du réseau, c'est GRT Gaz, donc on est sur le transport. Donc, si on était en dessous de 100 normaux, ils auraient eu du mal à compter l'injection de gaz dans le réseau. Voilà, c'est un réseau qui a 70 bars, donc voilà, techniquement, c'est plus compliqué quand on injecte peu de gaz. Voilà, et puis aussi, tout simplement, parce qu'économiquement, ça passait quand même beaucoup mieux à 120 mètres cubes qu'à 100. De fil en aiguille, bon, on se rend compte que on peut avoir d'autres gisements extérieurs, d'autres agriculteurs, que la CED sera peut-être en mesure de nous apporter plus que 20 mètres cubes. Donc, on a pour ambition d'atteindre les 160 normaux mètres cubes. Bon, il n'y a pas forcément de délai en tête, mais le plus tôt possible, quoi. Donc voilà, donc les points forts, c'est qu'on est 4 agriculteurs, donc on n'est pas trop nombreux. C'est vraiment, pour moi, c'est l'idéal, parce que si on est 15-20, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, ça permet d'avoir les épaules plus larges quand même. Et du coup, c'est 4 agriculteurs qui sont sur un rayon de 5 à 10 km, donc tout autour du méthaniseur. Donc, ça permet de limiter les coûts de transport au niveau des intégrations de cibles. Voilà. Donc, le projet, il a été imaginé comme ça dès le début. Donc, ça n'a pas évolué depuis le début. Ça fait 5 ans qu'on est sur le projet. On a commencé, comme tout le monde, à visiter certains méthaniseurs. Et puis, à force d'en visiter, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire chez nous, quoi. Ok, Ouais. et l'investissement total, là, on voit 6,5 millions d'euros. Est-ce que c'est un montant qui a été amené à augmenter entre le moment où... Ouais, alors la première étude de faisabilité qu'on avait faite, elle était à 5 millions. D'accord. Donc, ça a bien augmenté, sachant qu'on a enlevé des choses sur Oui. le financement. Mais comme vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a eu, avec le contexte qu'on a eu, on a eu une augmentation clairement de au moins 20-25% des coûts de construction. Donc, il a fallu faire des choix parce que économiquement, à un moment donné, clairement, ça ne passait plus. Surtout avec la mauvaise nouvelle de l'électricité qui avait flambé. Là, on a fait comme beaucoup de monde. On s'est posé la question si on n'avait pas fait machine arrière. Oui. Mais malgré tout, on avait quand même mis déjà pas mal d'argent dans les études. Donc voilà. C'était une période qui n'était pas très simple dans nos choix. C'est-à-dire que dans nos choix, on a fait, comme vous avez dit, on avait à la base un bâtiment qui était prévu. Et puis avec les augmentations des hangars, je crois qu'il était estimé au départ à 180 000, il est passé à 360 000. On n'avait pas forcément une grande utilité, ou du moins on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait y mettre et de quelle manière on avait besoin d'un hangar. Donc on a dit potentiellement c'est un projet qu'on pourra remporter après.
Oui. Donc ça, on a retiré le hangar. On a revu la taille des cubes. On a revu un peu plus petit les cubes pour optimiser la taille par rapport à la production. Oui. Et on avait une cuve de digesta aussi en béton de prévu et qu'on a supprimé pour passer sur une poche type alligator. C'est les poches qui sont brassées. Mhm. Voilà, pour baisser encore les coûts de construction. Et même, je crois qu'on avait baissé la taille la surface pour stocker les cives aussi. On D'accord. était passé de 1 an de stockage à 8 mois. Donc voilà, mais après, on a revu ce point-là, on est revenu à 1 an. Mais voilà, il y a eu des étapes où il a fallu… voilà, le projet, on l'a retravaillé, je ne sais pas combien de fois, mais on a beaucoup de versions de business plan, quoi. Oui. Voilà, Oui, je pense comme beaucoup de porteurs de projets pendant cette période. Il y a eu beaucoup voilà, de tours exactement. successifs. Donc, on a envisagé pas mal de choses, également la cogénération, comme vous en parliez. Bon, on n'a pas acté parce qu'il y avait déjà trop peu de retours. Et puis, la rentabilité, comme vous dites, elle dépend clairement du prix d'achat d'électricité et puis aussi du prix de vente du gaz, quelque part, parce que si on peut le vendre plus cher que ce que ça nous coûte de le mettre pour transformer en électricité, voilà. Mm. Et c'est tellement incertain encore, parce qu'on s'imaginait, tout le monde disait qu'on n'allait jamais descendre en dessous des 20 centimes maintenant. Et en réalité, on a eu la chance, nous, de pouvoir signer à 13 centimes pour les kilowatts, du coup, pour l'année prochaine. Mhm. Donc, finalement, par rapport à notre business plan initial, on n'est pas trop loin, quoi, de la réalité. Mhm. Donc, voilà, ça a été vraiment voilà, c'est un projet de méthanisation, c'est vraiment l'ascenseur émotif, hein. Oui, Voilà, faut pouvoir encaisser les coups durs, mais après, il y a toujours des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, parce que, comme vous dites, il y a une prise de conscience aussi, je pense, au niveau politique, sur le fait que tous les projets étaient à l'arrêt, et même ceux qui avaient commencé étaient en grande difficulté. Donc, à un moment donné, on ne pouvait pas laisser la méthanisation comme ça dans cet état-là. mhm. Tout à fait. Voilà. Oui, Alors, ouais. j'allais dire, mais oui, c'est important de garder le cap hein, dans ces cas-là, quand on a un projet méta, parce qu'il y a toujours des. Ça chahute toujours un peu. Hein, Voilà, c'est ça. C'est bon, Et- c'est des longues années voilà, à réfléchir au projet pour et aboutir sur quelque chose qui soit cohérent, quoi. ça, quand on est plusieurs aussi, quand on a un petit collectif, c'est important. Hein. Ça permet de. C'est important, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, au sujet du plan de financement, maintenant, Oui. on voit qu'il est très diversifié. Il y a plusieurs acteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un peu les différents acteurs qu'il y a et puis pourquoi vous les avez intégrés au projet? Alors, en fait, on va reprendre un peu l'historique. Au début, on pensait pouvoir avoir 30% de subventions, comme des projets qui étaient passés 1 an ou 2 ans avant nous. Donc, voilà, ça passait au niveau du business plan. On avait prévu un apport de 5% de fonds propres des associés. Mais sauf que, bon, après, les subventions ont fortement diminué. On est passé de 30% à 15%. Donc, à un moment donné, il faut trouver le reste, parce que la banque ne va pas financer. Quelquefois, la banque va monter jusqu'à 75% d'apport de financement, mais la plupart du temps, c'est plutôt 70%. Mhm. Donc, l'idée, c'était de trouver des sous quelque part, parce que nous, on n'avait pas capacité sur nos exploitations à apporter 15% d'apport en complément de l'aide. On s'est orienté, je sais qu'on a fait le tour de pas mal de types de financement, à savoir les fonds d'investissement, le financement participatif, et puis d'autres. On a essayé de consulter un maximum de banques aussi. Mhm. Donc, on était resté à un moment donné donc, avec le groupe Elia, c'est une association de la Caisse d'épargne Aquitaine et Pays de la Loire, donc qui était parti pour financer notre projet, qui étaient très intéressés et qui nous ont demandé quand même, voilà, comme tout le monde, un peu d'avoir 30% enfin, c'était 25% qui nous demandaient d'apport de fonds propres. D'accord. Donc, c'est là où Mimosa est rentré en jeu, parce que c'est vrai qu'on regardait les fonds d'investissement qui étaient à 10 ou 12% de taux d'intérêt, qui rentrent dans le capital, on ne sait pas trop
qu'est-ce qu'ils vont récupérer dessus tant que le pacte d'associés n'est pas défini et que tout le monde ne s'est pas mis d'accord, on ne sait pas trop combien ils vont récupérer sur le résultat et tout. Même si les premières années, il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas beaucoup de résultats. Bon, c'était quand même. Les banques aiment beaucoup les fonds d'investissement parce qu'à chaque fois, quand on les a rencontrés, ils insistaient sur ça. Nous, on a essayé de tenir tête en disant, ben non, enfin, le financement participatif nous va très bien. Euh, et puis, ça fonctionne parce qu'il y a eu de nombreuses banques qui font confiance maintenant à Mimosa, hein. Il y en a d'autres un peu moins, donc il a fallu négocier un peu. Donc voilà, donc à la base, on avait voilà, le groupe Elia, on avait le Crédit Agricole et Mimosa sur le projet. Et puis nous qui avions apporté de l'argent. Et on a eu une très mauvaise nouvelle parce qu'on avait commencé le chantier, tout allait bien, et au bout de 3 semaines, le groupe Elia s'est retiré du projet. C'était le groupe qui était gérant de tout le financement. Donc on a mis 6 bons mois avant de retrouver une banque qui voulait bien nous suivre. Voilà, on est tombé dans le contexte avec l'inflation, toutes les hausses de taux d'intérêt et tout. Donc, les banques sont devenues très, très frileuses là, sur la deuxième partie de l'année dernière, où ils avaient dû aussi rencontrer pas mal de problèmes sur certains projets, qui avaient eu des augmentations en cours de chantier, où il a fallu remettre de l'argent, les rentabilités n'étaient plus trop là. Donc, voilà, ils se sont retirés vraiment au dernier moment, sans trop nous alerter là-dessus, voire pas du tout. Donc voilà, là, c'était encore l'ascenseur émotionnel. Le terrassement était commencé depuis 3 semaines. Donc là, on est passé après, donc le Crédit Agricole a joué le jeu et a pris la main sur le projet. A pris la main sur le projet, donc on a conservé Mimosa, mais ils nous ont demandé d'intégrer leur fonds d'investissement à eux, qui était beaucoup moins onéreux que d'autres fonds d'investissement. Donc, on s'en sort pas trop mal. Et on a intégré également la BPI dans le projet. Donc, pour synthétiser, en fonds propres, compte courant associé agriculteurs, on est à 290 000. Alors, il n'y a pas que les agriculteurs, on a des tiers aussi qui ont apporté. Donc, on a un voisin, j'ai mon papa, moi, qui a apporté, et puis aussi le directeur de l'entreprise qui construit le méthaniseur, là, donc c'est Pasquier Équipement. Donc, le directeur apporte aussi un peu d'argent, ce qui apporte un peu de crédit aussi au projet par rapport au banques. Après, donc, on a ce fameux fonds d'investissement du Crédit Agricole, qui est de 250 000 euros. Le prêt Mimosa, qui est à 300 000 euros. On a eu des subventions, un accord de subvention ADEME Région. Donc, nous, on est sur l'ancien tarif, toujours. Donc, on n'avait pas cette contrainte avec l'aspect ADEME et tarif. Donc, on a eu 940 000 euros. Et moi, j'ai retoqué à leur porte en début d'année parce qu'on avait quand même cette situation avec les prix d'électricité qui étaient élevés. Et ils ont accepté de nous augmenter la subvention. D'accord. Là, c'est passé en comité il y a 2 semaines. Donc, on a droit à 400 000 euros de plus, ce qui n'est pas une paille, qui était la très bonne nouvelle depuis ces 15 derniers jours. Ça va, écoute, toquer à la porte, oui. Ouais, c'est pas négligeable. Donc, le prêt bancaire qui est à 3 670 000 euros, 3 670 000 euros, et le prêt BPI qui est à son maximum, c'est-à-dire 1 million d'euros. Voilà. Donc, pour information, la BPI a la mauvaise presse dans le sens où, je ne sais pas pourquoi, les banquiers disent que c'est compliqué à les faire rentrer sur des projets. Moi, ça a mis 4 heures. Voilà. Donc, ils sont venus, on a discuté, il y avait le Crédit Agricole avec nous. En 4 heures, ils s'étaient mis d'accord. Et bon, bien sûr, après, il y a des pièces à rendre, mais c'est les mêmes que pour les banques. Et quand tout le dossier est déjà fait, ça a été très rapide. Donc, la BPI, voilà, j'encourage les gens qui ont encore du problème pour boucler leur financement aussi à se tourner vers la BPI. Voilà. D'accord. Voilà.
Euh, alors, Après, le choix de Mimosa, nous, par rapport à Mimosa, on avait consulté d'autres financements participatifs, mais on a senti quand même qu'avec Mimosa, il y avait plus de connexion avec le monde agricole mhm, et que vous connaissiez bien quand même la méthanisation, il n'y a pas de problème là-dessus. mhm, Donc, c'est vrai que ça a été assez naturel de partir avec Mimosa là, sur ce point-là. mhm, Après, il faut faire attention, je pense, quand même, sur les business plans, de bien faire des prévisionnels de trésorerie, parce que tous ces prêts-là sont quand même des remboursements in fine. Et donc, il faut anticiper le fait qu'au bout de 5 ans, par exemple, il y aura 300 000 euros qui vont être décaissés, il y aura aussi les comptes courants associés, donc des tiers il va falloir rembourser. Le fonds d'investissement, il est sur 7 ans. Donc, voilà, faut anticiper toutes ces choses-là. Il ne faut pas que tout arrive en même temps. Ça, c'est un point important parce que niveau trésorerie, ça risque de coincer un peu. Voilà. tout à fait, hein, le prêt in fine qui plaît davantage aux banques, hein, mais ouais, qui a un coût même. Et qui coûte plus cher aussi. Oui, tout à fait, hein, les intérêts, c'est sur le capital restendu. Alors, donc, j'ai une question. Donc, peut-on envisager un projet financé via Mimosa sur les DOM, par exemple Mayotte? Alors oui, donc Mimosa, nous, on intervient sur tout le territoire français, donc DOM-TOM compris. C'est tout à fait envisageable. Je crois que c'était plus une question pour, pour moi, pour les coups. Et je crois que Monsieur Caffin, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser directement, hein, par écrit également, on la lira. Et les autres également, hein, si vous avez des questions à poser donc à Monsieur Renaud ou à moi-même, n'hésitez pas. Mais, euh, mais sinon, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner, des choses que vous feriez autrement si vous en aviez la possibilité dans votre projet méta, que ce soit dans votre parcours, dans les 5 ans que vous avez passés, est-ce que vous avez des Ouais. conseils à donner? Ben, oui, c'est pas évident parce que après coup, il y a toujours des choses, mais en fait, à chaque fois, il a fallu modifier comme je disais, les investissements en fonction de la conjoncture qui était au moment voulu, quoi. Donc, aujourd'hui, la conjoncture, je pense qu'elle va dans le bon sens. Bon, voilà, après, il faudra peut-être pas. Nous, on a fait le choix aussi de baisser le stockage de Digesta. Ça sera peut-être un regret qu'on aura demain. Mm, Voilà, pour limiter les coûts. Peut-être qu'on pourra toujours faire d'autres poches plus tard, hein, mais voilà, ça, c'est des choses qui, moi, m'inquiètent un peu parce qu'on est juste à peine un peu plus de 6 mois de stockage. Bon, mhm, j'ai l'habitude avec les cochons de gérer du lisier, je sais ce que c'est. Donc, bon, on n'a pas une grosse marge de manœuvre là-dessus. Je pense que c'est quand même des choses, il faut faire quand même attention quand on tire sur les investissements à ne pas se retrouver dans des situations qui pourraient être compliquées par la suite. mhm, Surtout rien réduire sur l'aspect performance du process. Ça là-dessus, on a dit, on a baissé la taille des cuves, mais ça n'a pas impacté, ça impactait pas la performance du process, et ça, c'est vraiment important. mhm, Voilà, après, et tout miser sur les économies d'énergie aussi, parce que malgré tout, nous, on a signé sur 13 centimes, mais sur 2 ans, on ne sait pas combien on va payer l'électricité plus tard. oui. Euh, Oui, donc, c'est vrai, oui. Avant même d'autoconsommer, c'est vrai ce que vous dites, hein, consommer moins d'énergie. Ouais. Donc, c'est ça, consommer moins d'énergie. Donc, nous, on a un projet photovoltaïque aussi, un 300 kW, mais ça ne fait pas tout. Et en face, bon, en fonction des matières, peut-être que je vous dirais qu'on a fait le mauvais choix, mais je pense que nous, on n'incorpore que de la cive et du lisier. Il n'y a pas de fumier ou quoi. Donc, on a fait le choix de mettre le prémix de côté, parce que c'est quand même des charges importantes en électricité et en coût de maintenance. On a une très bonne incorporation directe, et si on voit que c'est pas suffisamment valorisé, les intrants, on pourra toujours rajouter un broyeur entre digesteur et post-digesteur pour affiner la matière. mm, Voilà, c'est des points un peu techniques, mais qui sont importants. Et tout à fait, oui. Ah, bah, l'isolation aussi, l'isolation des digesteurs, post-digesteurs. Nous, on est parti sur l'isolation de 16 sur les voiles, 8 sous le radier. mhm, Et on est parti aussi sur le fait que il peut y avoir une perte de chaleur aussi sur les gazomètres. Donc, on a fait le choix de gazomètres isolés. mhm, C'est beaucoup plus coûteux, mais derrière, je pense qu'on s'y retrouvera. mhm. Et après, la récupération de chaleur aussi sur l'épuration, c'est important.
Ok. Sur le compresseur et sur le groupe froid, peut-être? Sur le groupe froid, on va essayer, là, c'est pas encore validé, mais on est en train d'étudier ça, mais ce serait d'isoler les canalisations de gaz qui vont jusqu'au groupe froid pour avoir un gaz suffisamment chaud et récupérer plus de chaleur sur le groupe froid. Après, c'est un calcul à faire par rapport à l'électricité que le groupe froid va consommer aussi. Tout à fait. Des arbitrages techniques. C'est ça. Ouais, il y en a plein. Puis moi, si je peux donner mon regard de conseiller sur ces sujets-là, c'est que c'est des débats qu'on retrouve toujours hein, au niveau technique. Moi, depuis que j'ai mis les mains dans la méta, on en parle de ces sujets, hein, l'isolation, le prémix, l'isolation gazomètre, tout ça. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est aussi faire confiance au process que vous avez choisi et puis se dire que voilà, se mettre d'accord avec lui. Et puis, il y a des. Enfin voilà, bien choisir, bien être vigilant sur le choix de l'expert qui est en face de vous. Et puis Ouais. ensuite, faire confiance. C'est aussi ça. Voilà. Et le choix du maître d'œuvre aussi, là j'insiste. Ouais. Enfin, moi, ça nous a tout changé hein, d'avoir un maître. Dès que le maître d'œuvre est rentré sur le projet, déjà tout allait beaucoup plus vite. Et puis je vois bien sur le chantier, ils permettent de mettre en ligne toutes les entreprises. Et honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de méthaniseurs qui sont faits sans maître d'œuvre, mais je dis chapeau parce que Mhm. moi j'en aurais pas été capable, surtout qu'on a un métier à côté aussi. Oui. Donc là, c'est tout. Là, ils sont actuellement, je vous parle, ils sont en réunion de chantier à côté. C'est toutes les semaines, ils sont là, tous les mardis matins, et on fait le point. Et ils sont là pour nous protéger, nous défendre par rapport aussi aux entreprises qui interviennent sur le projet. Et puis, Mhm. pour moi, c'est indispensable. Voilà. Ouais. C'est pas Ouais. un surcoût. Et de manière générale, ouais, bien s'accompagner, bien s'entourer dans un projet comme ça, c'est très important, ouais, c'est sûr. Ouais. Je vais peut-être juste répondre à la question de M. Caffin et puis ensuite on va conclure. Donc, M. Caffin, donc les fonds Mimosa peuvent venir de toute la France. Donc, quel lien fait-on avec un projet de territoire? Alors oui, les fonds Mimosa peuvent venir de toute la France. Ensuite, on a la possibilité dans un premier temps, réserver une collecte à un territoire donné, si vous le souhaitez, pour justement avoir un impact de communication plutôt local. Et puis ensuite, on peut ouvrir la collecte une fois que la collecte en local a été réalisée à toute la France pour atteindre l'objectif de collecte. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de me poser, eh bien, n'hésitez pas. Hein, vous avez mes coordonnées juste ici. À la limite, on renvoie un mail avec. Mais je pense que vous avez déjà hein, tous mon adresse mail, mais n'hésitez pas. Donc, soit à me contacter par mail ou même par téléphone, vous devez l'avoir en signature. Et Monsieur Renaud, on vous remercie pour votre temps d'expérience. Et également, si vous voulez venir directement nous rencontrer, donc je serai présent au Salon Expo Biogaz le 7 et 8 juin à Strasbourg, s'il y en a parmi vous qui y participaient. Je ne sais pas si vous, Monsieur Renaud, vous y allez, peut-être pas le temps. Non, j'aurais pas. Là, je serais dans le chantier, ça va être compliqué. Eh oui, hein, c'est clair. Ok, en tout cas, merci à tous pour votre attention pendant ce webinaire. Et puis, merci beaucoup, hein, encore une fois, Monsieur Renaud, d'avoir participé pour ce retour d'expérience. Je pense Avec qu'il a été plaisir. un effet très intéressant pour tout le monde. Et Merci. bonne journée à tous et au revoir. Au revoir.